Bon, alors, donc aujourd'hui, alors, il y a un cycle qui se termine, hein, c'est celui sur les grandes œuvres philosophiques, avec les mots et les choses de Michel Foucault. Et je vous rappelle, je vous l'ai remarqué au tableau, on fait une petite interruption des programmes jusqu'au jeudi 14 avril. Voilà, on va laisser passer les cloches de Pâques, les vacances de Pâques, là. Et on reprend donc le 14 avril pour, là, sans interruption, pratiquement, sauf le 8 mai, je crois, jusqu'à mi-juin. Voilà. Donc, et puisqu'on m'a posé la question, qui gouverne le monde jeudi prochain? C'est pas le matin, c'est le soir. Hein, c'est un café philo. Donc, c'est une autre formule d'échange. C'est pas une conférence, pas un cours. C'est un échange voilà, qui se construit à partir des interventions des uns et des autres sur ce thème, donc, qui gouverne le monde jeudi prochain. Mais ce n'est pas le matin, 19h. Alors, donc, les mots et les choses, Michel Foucault. Michel Foucault, certains d'entre vous le connaissent, bien même. Donc, je vais essayer de vous apporter 2-3 petites choses que vous ne pourriez ne pas connaître, ou que vous auriez oublié. C'est un philosophe, c'est un historien, et il est à partir des années 60... l'une des figures les plus influentes, les plus connues de ce qu'on appelle le PCF, c'est-à-dire le paysage culturel français. Paysage culturel français, paysage intellectuel français, là ça donne pif, hein, paysage intellectuel français. Bon. Blague à part, c'est quelqu'un qui se veut pas historien des idées, ni historien des sciences, dans le sens classique du terme, puisque ce qui va l'intéresser, c'est d'étudier, comme on va le voir, la discontinuité du savoir. Donc on peut dire de Foucault qu'il est le penseur, l'archéologue, l'historien des discontinuités, des ruptures, si vous voulez. Alors, les seuls maîtres dont il se réclame, eh bien, c'est Marx, Nietzsche, bien sûr, et plus proche de lui, Gaston Bachelard, notamment dans l'aspect d'épistémologue, hein, donc de chercheur sur l'histoire des sciences qu'avait Bachelard, et aussi et surtout Georges Canguilhem. Georges Canguilhem qui sera à un moment donné son directeur de thèse. Canguilhem, C-A-N-G-U-I-L-H-E-M, Georges Canguilhem, qui est aussi quelqu'un de philosophe, épistémologue, très, très connu à cette époque. Et la seule appellation qu'il accepte pour lui-même, c'est celle d'archéologue. C'est celle d'archéologue, d'un archéologue qui ne va pas fouiller les terrains concrets des civilisations disparues, mais d'un archéologue voué à la reconstitution de ce qui rend compte d'une culture, de reconstituer ce qui rend compte d'une culture et dans les différentes strates, hein, c'est pour ça que c'est vraiment une comparaison avec l'archéologie, avec les différentes strates qui vont constituer un peu le sous-sol, le fondement d'une culture ou d'une société ou d'une civilisation. Donc il faut bien retenir ce terme d'archéologue, puisque ce qu'il va faire, c'est une archéologie d'un certain nombre de notions aussi, par exemple du silence qu'on va imposer aux fous, puisqu'il va s'intéresser à beaucoup de personnes considérées un peu en marge, des marginaux de la société, donc ce qu'on appelle les fous. Il va s'intéresser à l'archéologie du regard médical, c'est-à-dire de tout le processus de médicalisation dans les cliniques
qui va se développer au XXe siècle. Archéologie des sciences humaines, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-titre du livre « Les mots et les choses », c'est « Une archéologie des sciences humaines ». Une archéologie des sciences humaines. Ça résume bien sa problématique. Archéologie du savoir en général, au-delà des seules sciences humaines. Archéologie de ce qu'il va appeler la société disciplinaire. C'est-à-dire la société qui, par son pouvoir, son autorité, cherche à discipliner les individus, à les contrôler, les discipliner. Alors, Michel Foucault, il fait partie d'une génération de penseurs, qu'on va parfois appeler la génération 68, ou la pensée 68, puisque c'est une génération de penseurs français, ceux qu'on appelle aussi parfois les derniers maîtres à penser, les derniers directeurs de conscience, les derniers maîtres à penser. J'ai nommé Derrida, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, dans le domaine de la psychologie, la psychanalyse, Pierre Bourdieu, dans le domaine de l'analyse des sociétés, du pouvoir, de la politique, Roland Barthes, dans le domaine plus de la littérature, Claude Lévi-Strauss, tout ce qui est l'étude des structures anthropologiques, des fondements des sociétés archaïques, toute la pensée mythique aussi. Lévi-Strauss, Louis Althusser, qui est dans le domaine de la philosophie, oui, qui s'est suicidé, effectivement. Tous des personnages auréolés de toute une réputation à la fois extrêmement fascinante et aussi sulfureuse. Tous ces gens sont disparus lors de ces 30 dernières années. Donc on est à la fois très proche d'eux, puisque c'était 60, 70, 80, et en même temps on se rend compte en relisant leurs œuvres que le temps s'est un petit peu accéléré, même beaucoup, et parfois il semble être aussi d'une autre époque, donc actuel, et en même temps le contexte, vraiment le contexte intellectuel, politique, social a beaucoup changé, quand même malgré tout, mais beaucoup, disons peut-être aussi en surface simplement. Donc tous ces penseurs, puisqu'il faut vraiment penser à cette constellation de penseurs, ils ont en commun une certaine aura, liée à quoi? Liée à leur audace, surtout à leur audace radicale de vouloir penser les choses autrement, de proposer une alternative à la pensée dominante, une odeur de soufre aussi, puisqu'ils vont tous s'engager, sont des militants, ils vont s'engager dans des combats politiques, mais aussi en faveur, et là c'est plutôt le cas de Foucault, en faveur des prisonniers, en faveur des immigrés, en faveur des minorités, notamment la minorité homosexuelle, pour Foucault, contre l'apartheid, contre le capitalisme, enfin, c'est une époque extrêmement remuante. Ce sont tous des penseurs marginaux par rapport aux institutions dominantes, et notamment la Sorbonne, puisque on va les trouver dans des endroits assez improbables, assez atypiques, comme par exemple l'université de Vincennes, qui se veut être une université alternative, créée en 69, où il enseignera notamment avec Deleuze, on va trouver aussi, et une autre institution créée par Derrida, qui est le Collège international de philosophie. Ce sont des structures qui se veulent alternatives à cette institution écrasante qu'est la Sorbonne. Sont tous des penseurs enthousiastes pour la pensée, et ils exultent dans le fait de démonter des certitudes, d'explorer des terrains inconnus qui sont souvent au croisement des disciplines classiques. C'est-à-dire, eux, ils font sauter
les cloisons entre les disciplines, et ils se veulent les chantres d'une trans ou interdisciplinarité où la philosophie, la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, tout ça dialogue et discute. Ils vont pas forcément faire table rase de tous les savoirs antérieurs, mais ils vont mettre à la question tous les grands systèmes de pensée classiques de l'Antiquité, de Platon jusqu'à Hegel. À l'épreuve, ils vont les mettre à l'épreuve d'un soupçon encore plus important peut-être que le soupçon de Marx ou de Nietzsche. Ils vont aborder beaucoup de questions qui restent très actuelles, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant aussi de les lire ou de les relire. Les questions liées au néolibéralisme, puisque c'est quelque chose qui va les interpeller, l'écologie, tout le processus de surveillance qu'il y a dans notre société, et je pense que par exemple le débat actuel sur l'état d'urgence fait référence à des choses qui les intéressaient déjà à l'époque. Les technologies de l'image, de l'écriture, tout ce qui a trait au langage, discipline du langage. Alors, tous ces maîtres à penser, tous ces penseurs vont évidemment créer beaucoup de polémiques en France. Ils vont être adorés ou haïs. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de demi-mesure. On n'est pas tiède vis-à-vis de ces gens. On les adore, on les adule, ou bien vraiment on les déteste. Et ils seront surtout adorés à l'étranger, notamment aux États-Unis où certains enseignent, aux États-Unis, au Brésil et même au Japon. Où on va trouver Foucault à un moment donné. Aucun de ces penseurs ne s'est considéré lui-même maître, maître à penser, et pourtant, quelque part, ils le sont devenus, presque malgré eux, des maîtres un peu clandestins ou alternatifs, disons, proposant souvent une pensée un peu périphérique, mais militante et alternative. Alors, ils vont être donc sur le devant de la scène pendant les années 50, 60, jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, et puis ensuite ils vont traverser une sorte de purgatoire dans les années 70, enfin 80 surtout, à partir des années 80, 90, et là ils vont être extrêmement critiqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui on les a un petit peu oubliés, critiqués parce que d'une autre époque, et par exemple dans le livre La pensée 68 de Luc Ferry et Alain Renaud, c'est une critique vraiment en règle de ces penseurs des années 60. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont les figures critiques ou alternatives d'une époque où il y a deux grands courants qui dominent, c'est le marxisme et l'existentialisme, et notamment l'existentialisme de Sartre. Et évidemment, il va y avoir, comme il y a eu un débat Sartre-Camus, il va y avoir un grand débat Sartre-Foucault. Et Foucault va prendre Sartre comme cible, une de ses cibles privilégiées. Donc, ils ont été un peu vilipendés, critiqués, oubliés, et aujourd'hui, ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène, peut-être par manque, disons, de réelles pensées alternatives, enfin, par manque de successeurs, oui, ça c'est possible. Alors, lui, Foucault, il va se rattacher évidemment ni à ces deux grands courants, il va les critiquer, le marxisme et l'existentialisme, et il va se rattacher plutôt à un troisième courant qui a le vent en poupe à son époque, qui est ce qu'on appelle le structuralisme. Le structuralisme. Donc il faut penser à cette époque avec une sorte de trépied, marxisme, existentialisme, notamment sartrien, et structuralisme. Le structuralisme, c'est tout un courant qui va s'organiser, qui va se structurer justement, autour d'un petit nombre de personnalités phares,
comme Lévi-Strauss, en anthropologie, pour montrer les structures de pensée inhérentes à une culture, une civilisation. Donc Lévi-Strauss. On a Roland Barthes en littérature, pour montrer aussi les grandes structures de pensée qui reviennent dans les grands romans. Lacan en psychanalyse, avec toute son étude de l'inconscient, notamment. Et Althusser en philosophie. Donc ces 4 personnages, Lévi-Strauss, Barthes, Lacan, Althusser, constituent les phares de ce courant structuraliste auquel Foucault n'appartient pas, mais dont il est, ou en tout cas dont on a dit qu'il était relativement proche. C'est-à-dire, à choisir, bien sûr, il est beaucoup plus proche du structuralisme que des autres courants dominants. Et les mots et les choses, donc c'est cet ouvrage dont on va parler aujourd'hui, est considéré, pas par Foucault, mais par ceux qui vont le lire et qui vont faire la réputation de cet ouvrage, est considéré comme un des manifestes, donc comme le livre représentatif du structuralisme. Pourquoi ? Parce que Foucault va y parler de structures de pensée, ces fameuses épistémées sur lesquelles je reviendrai. Et parce que ce livre est sous-titré « Archéologie des sciences humaines », donc pour bien voir quels sont les fondements, les structures qui sous-tendent les sciences humaines. Alors, c'est un livre, moi, que je considère difficile. Non, mais... non, mais il est lisible. Yves m'a dit c'est un livre très lisible, par rapport à Hegel, ça se lit bien. Donc c'est sûr, ça dépend à quoi on le compare. Il y a pire. Il y a pire, incontestablement, mais il y a plus facile aussi. Bon. Donc, par rapport à la mort, par exemple, de Jean Kelevitch, qu'on a vu la semaine dernière, je le trouve plus abstrait, plus conceptuel, plus difficile. Et ce qui est extraordinaire, et ce qui est vraiment justement intéressant en tant que phénomène à part entière à étudier, c'est que dès qu'il est sorti, en 1966, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire, en quelques mois, les milliers d'exemplaires se sont vendus. Il est régulièrement réédité. Au début, c'était chez Gallimard, dans la bibliothèque des sciences humaines, justement. Là, ensuite, il a été réédité en édition de poche. Et c'est un succès qui ne se dément pas. Donc ça, déjà, c'est vraiment intéressant parce que c'est le livre emblématique de Foucault. Donc un extraordinaire succès, des polémiques évidemment aussi qui vont accompagner sa sortie, et surtout, et c'est toujours un petit peu dommage, il y a une chose qui a éclipsé un petit peu le reste du livre, c'est ce qu'on trouve à la dernière page, quand Foucault évoque la mort de l'homme. La mort de l'homme. Donc c'est pas la même mort dont on a parlé la semaine dernière, mais c'est ça sur lequel on va s'interroger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette mort de l'homme ? Et il est vrai que c'est ça qui a cristallisé, disons, le succès du livre, et aussi certains qui l'ont énormément haï et critiqué à cause de cela, puisque il est devenu pour certains le chantre ou le porte-parole de ce qu'on a appelé l'anti-humanisme. Et à l'époque, être traité d'anti-humaniste, c'était très fort. Donc, ce qu'il va montrer, c'est que la connaissance ne résulte pas du progrès continu de la raison, c'est-à-dire cette connaissance qu'on a à une époque, ne résulte pas d'un processus continu, notamment du vouloir de savoir ou de la raison, mais d'un système de règles propres à chaque époque. Ça, c'est le premier grand thème qu'on va trouver dans le livre. C'est pour ça que je parlais de discontinuité, parce que ces règles, elles vont changer, elles ne vont pas être toujours les mêmes.
Donc ce n'est pas un processus linéaire, continu, ni dialectique, disons comme va expliquer le marxisme, mais c'est une évolution discontinue du savoir et des connaissances, parce que les règles et les fondements changent. Et ensuite, le deuxième grand thème, effectivement, c'est qu'il affirme que l'homme, qui a été pris comme sujet central, voire exclusif des sciences, et notamment des sciences humaines, eh bien, ça a fini par dissoudre, si vous voulez, cette entité homme, ou cet objet, sujet qu'est l'homme, et c'est pour ça qu'il annonce peut-être la fin prochaine, la disparition prochaine de l'homme. Mais il faut bien s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire, que cette fin ou cette mort prochaine de l'homme. En tout cas, il va donner, dans son archéologie du savoir, la priorité quand même au jeu des structures, au jeu des structures en place pour définir les conditions du savoir. Et donc, cette annonce un peu dramatique, tragique de la prochaine disparition de l'homme, c'est ça qui va cristalliser un certain nombre de critiques et qu'on va dire que c'est le manifeste de l'anti-humanisme de Foucault. Alors, comment considère-t-il cette œuvre, Foucault lui-même? Pas forcément comme son œuvre maîtresse. Il va dire cet ouvrage est comme une sorte d'excursus, c'est-à-dire un peu de parenthèse dans son œuvre, puisqu'il est vrai que, enfin c'est assez paradoxal, puisqu'il va être à un moment donné titulaire de la chaire au Collège de France qui s'appelle Histoire des systèmes de pensée. Histoire des systèmes de pensée, donc c'est bien dans la continuité de cet ouvrage, Les mots et les choses, et en même temps il va s'orienter vers d'autres recherches avec d'autres ouvrages où il va explorer d'autres champs, et notamment ces deux derniers ouvrages qui sont aussi aujourd'hui très connus, qui sont Surveiller et punir, où il va s'intéresser à tout au monde carcéral, les conditions de détention des prisonniers, Surveiller et punir, et puis son dernière œuvre en 3 tomes, Histoire de la sexualité. Histoire de la sexualité, où c'est toute une réflexion sur les dispositifs du pouvoir dominant pour, quelque part, surveiller, contrôler ou punir ou exclure tous ceux qui sont minoritaires ou déviants, par rapport à ce pouvoir dominant. Et donc, toute cette étude des marges que sont la folie, la détention, l'homosexualité, il va vraiment se situer dans cette étude un peu presque ethnologique de ces minorités, de ces processus de marginalisation par rapport à un pouvoir répressif. Alors, c'est vrai que, bon, les choses ont changé, mais sur le fond, un certain nombre d'éléments de son diagnostic peuvent être considérés tout à fait valables encore aujourd'hui. Donc, c'est ce Foucault-là, de Surveiller et punir, ou de l'histoire de la sexualité, qui aujourd'hui est le plus, je dirais, connu, plus que celui des mots et les choses. Donc, il se veut archéologue du savoir, il fouille le passé pour éclairer le présent et démonter surtout les rouages du pouvoir. Lui, il va employer énormément cette expression pour lui, penser autrement, c'est-à-dire se décentrer, se décaler par rapport à cette pensée dominante, endosser le courage de la vérité. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il se rapprochera de l'Antiquité, et notamment des cyniques grecs, en qui il retrouvait un peu cette provocation, cet art de secouer, de réveiller, et de dire « mais on peut penser autrement ». Et autrement, c'est souvent à l'envers, de la pensée dominante. Donc c'est un auteur vraiment intéressant, paradoxal, très militant, très engagé, on va le voir,
très simple et très, très proche, et en même temps, il va avoir tout cet aspect d'universitaire beaucoup plus académique, puisqu'il va quand même enseigner au Collège de France, qui est une institution quand même qui n'a rien à voir avec les salles survoltées et enfumées des amphis de Vincennes, de Vincennes surtout. Sorbonne, c'était moins enfumé et moins chaud. Donc, il va prendre le contre-pied des courants de pensée établis, notamment, évidemment, ces deux cibles essentielles, c'est le marxisme et l'existentialisme de Sartre. Et il va toujours s'intéresser donc à l'histoire des marges et des lieux de marge, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les communautés gays, tous ces lieux où il y a des gens anormaux. Enfin, en tout cas, ce que la pensée dominante exclut de la norme. Quand on est interné dans un hôpital psychiatrique, on n'est pas normal, ni dans une prison, ni à l'époque, et ceci est peut-être là où ça a le plus changé depuis son époque, lorsqu'on est manifestement homosexuel, ce qui était son cas. Il n'y a pas, dit-il, de livre que j'ai écrit sans, au moins en partie, une expérience directe, personnelle. Lui ne veut pas faire des choses, des systèmes, avoir une pensée abstraite. Toute sa pensée vient d'une expérience directe. On va le voir, il va dans les prisons, il va dans les hôpitaux psychiatriques, il va dans les communautés. Enfin, c'est pas de la théorie, ce qu'il explique. Alors, je vais vous lire, une fois n'est pas coutume, la dernière page du livre. On commence par là. Et on finira par le début. D'accord ? Faut changer parfois. D'abord parce que c'est une des plus simples, la dernière page, et parce que c'est celle souvent à laquelle on a un peu réduit l'ouvrage. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi. Une chose en tout cas est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint, la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Alors, là c'est vrai, moi, là c'est un jugement tout à fait personnel. Je trouve que cet ouvrage est vraiment intéressant. Simplement, c'est vrai que je trouve qu'il étudie une chronologie relativement courte, puisqu'il va partir de la Renaissance, en fait, du XVIe, XVIIe siècle, jusqu'à nos jours, et un découpage géographique restreint, l'Occident. Ça aurait été vraiment, et peut-être ça reste encore à faire, enfin, même s'il y a beaucoup de chercheurs qui s'y intéressent, à faire la même archéologie sur un temps plus long, et évidemment, même s'ils connaissaient bien l'Antiquité, de le faire depuis l'Antiquité, parce que quand même 2000-2500 ans, c'est pas non plus immense à l'échelle de la planète, et d'aller aussi voir un peu ailleurs, justement, comme ce qu'a fait Strauss, Lévi-Strauss, d'aller voir la pensée archaïque, la pensée d'indigènes, de gens qui pensent, mais vraiment différemment de nous. C'est la limite que je considère moi à cet ouvrage, mais vous voyez qu'il en est tout à fait conscient, et ça serait évidemment pas un ouvrage aussi petit, mais beaucoup plus large, mais qui vraiment reste d'une certaine manière à écrire. Donc l'homme y est une invention récente. Vous voyez, c'est une formulation qui est amusante. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que longtemps obscurément le savoir a rôdé. En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, le savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences, des mots, bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du même, un seul, celui qui a commencé il y a 1 siècle et demi et qui peut-être est en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Ce qu'il explique,
ce sur quoi on va revenir bien sûr, c'est qu'il y a eu des ruptures, notamment entre l'âge classique, 17, 18e, et ce qu'il va appeler la modernité, donc 19e, 20e, et c'est cette modernité qui pour lui a mis l'homme au centre de tout, a été le sujet exclusif de tout savoir, avec le développement des sciences humaines, que ce soit la psychologie, l'anthropologie, l'ethnologie, et c'est ça donc qui fait apparaître cette figure omniprésente de l'homme. Et ce n'était point là libération d'une vieille inquiétude, passage à la conscience lumineuse d'un souci millénaire, accès à l'objectivité de ce qui longtemps était resté pris dans des croyances ou dans des philosophies. C'était l'effet d'un changement dans les dispositions fondamentales du savoir. Donc pour lui, la modernité est assise sur un changement fondamental, une rupture dans les dispositions du savoir. Et cette modernité, il lui reproche d'avoir mis l'homme au centre, exclusif, et paradoxalement, le fait de l'avoir mis au centre le fait disparaître. Alors pour lui, la modernité est assise, j'aimerais bien... sur un changement radical de vision du monde, si vous voulez, hein, pour traduire un peu ce qu'il entend par épistémé. C'était l'avènement des sciences humaines qui entre autres, disons, c'est une conséquence, c'est-à-dire le développement des sciences humaines, le fait qu'on s'intéresse à l'homme et qu'on fasse de l'homme un objet de connaissance et un sujet de connaissance en même temps, comme la phénoménologie aussi. Hein, et c'est pour ça qu'il va aussi attaquer le marxisme, la phénoménologie, tous ces courants qui partent de l'individu et qui vont donner à l'individu et à sa conscience un rôle prépondérant. Oui, mais c'était pas la même chose. Mais il ne va pas jusque-là. Mais ça pose bien cette question qui est très intéressante. La place de l'individu, hein, en tant qu'objet, sujet de connaissance, et de voir effectivement comment au fil du temps, il y a des continuités et puis il y a des ruptures. Moi, je suis toujours très intéressée par cette double analyse. Continuité, rupture. Enfin, parce que l'histoire de la philosophie ou la philosophie de l'histoire n'est pas faite que de continuité. Il y a des discontinuités. Mais de mon point de vue, il n'y a pas non plus que des discontinuités. Il y a aussi une inertie de système de pensée. Hein, c'est un peu ce qu'on avait vu avec l'histoire philosophique, justement, l'histoire qui rejoint l'histoire des idées. Bon, lui, il va mettre la loupe sur la discontinuité. Et évidemment que Descartes, parce que j'ai entendu le mot de Descartes, est un des acteurs de cette discontinuité entre la Renaissance et l'âge classique. Bon, je reviendrai là-dessus. Oui. Donc, c'était l'effet d'un changement dans les dispositions fondamentales du savoir. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Voilà la phrase. Et peut-être la fin prochaine. Ça a été une bombe. À l'instar de Nietzsche qui dit « Dieu est mort ». Dieu est mort, nous l'avons tué. Bon, alors, si Dieu est mort, tout est possible, il n'y a plus de morale, on peut tout faire. C'est une révolution dans les idées. Et là, c'est un peu pareil. Ah bon, mais alors, si l'homme meurt, disparaît, que peut-on dire, que peut-on faire, que peut-on connaître? Vous voyez, c'est un tremblement de terre peut-être aussi équivalent. Hein, de la mort de l'homme suite à la mort de... Parce que s'il n'y a ni Dieu ni homme, on va être vraiment très orphelin. Bon, et je vous lis le dernier paragraphe qui est très très souvent commenté. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, elle basculait comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer
un visage de sable. Donc là, c'est une belle formule poétique que vous allez retrouver très souvent commentée. À la limite de la mer, un visage de sable. Alors, pourquoi a-t-on parlé d'anti-humanisme, hein, qui est quand même une formule assez forte à propos de Foucault? Alors, je pense que je vais vous raconter quand même un petit peu son itinéraire, parce que son œuvre ne se comprend vraiment qu'à travers le kaléidoscope un petit peu de son itinéraire. Alors, il naît en 1926, donc à Poitiers, hein, d'une famille de médecins, une famille provinciale, bourgeoise, hein, de Poitiers. Il suit l'enseignement d'un professeur qu'il citera beaucoup, qui est un certain Jean Hippolyte, et à 19 ans, il entre à l'école normale supérieure, donc à Paris, rue d'Ulm, et le climat intellectuel de l'époque, à l'école normale supérieure, c'est dominé par la pensée de Hegel, hein, donc un système de pensée très bien ficelé, hein, avec toute une interrogation justement sur la philosophie, la religion, le rôle de l'homme, et aussi le marxisme, hein, donc philosophie marxiste, l'idéologie marxiste, et la phénoménologie de Husserl. Tout le courant phénoménologique qui donne à l'individu et à ses expériences singulières aussi un rôle très important. Alors on dit qu'à l'époque, Foucault, c'est plutôt un jeune homme hautain, hanté par la peur de l'échec, tourmenté par son homosexualité. Hein, donc c'est il n'y a pas beaucoup d'amis. Hein. Il tente même de se suicider en 1948. Il obtient l'agrégation de philosophie en 1951, puis il va se tourner vers une autre discipline, la psychologie. Ça c'est très important, puisque, attiré par la psychologie, il va même l'enseigner à Lille, et il va fréquenter très vite les milieux psychiatriques. Ce qui est très très important dans son parcours. À l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il va assister aux traditionnelles présentations des malades. Vous savez, on fait venir des malades, et puis il y a tout le corps médical qui... c'est très sympathique, sûrement, oui, pas jamais connu, mais où chacun y va de ses hypothèses, de ses analyses, c'est-à-dire que la personne, hein, considérée démente ou folle, est considérée pas comme un être humain, hein, mais comme un objet, hein, comme un objet d'étude, hein, d'hypothèse, etc. Donc il vit tout ça. Et il participe aux travaux d'un laboratoire qui étudie notamment les réactions nerveuses de l'organisme. Il se rend aussi dans une prison à Fresnes, hein, fameuse prison, pour réaliser des examens médico-psychologiques auprès des détenus. Vous voyez, une attirance pour ces personnes considérées marginales. C'est un peu malsain tout ça. Ah bah ça c'est ton jugement. Ceci dit, c'est très intéressant de voir comment ces gens étaient considérés et comment en grande partie ils le sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, malheureusement, je crois qu'on n'a pas fait énormément de progrès sur les conditions de détention carcérale, ni de détention dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, malsain, tant mieux si ça a mis un peu la lumière sur certains cas et sur l'inhumanité qui reste quand même la dominante dans ce cadre. Donc il est très sensible dès son plus jeune âge aux écarts par rapport à ce qui est dicté ou donné par la société comme étant la norme. Voilà, c'est ça, je crois qu'il faut retenir, et ça c'est vraiment intéressant.
Il est donc marqué par tous les penseurs, les écrivains, qui ébranlent justement le primat de la raison. C'est pour ça qu'il adore Nietzsche, qu'il adore René Char, hein, le poète. Et presque logiquement, il décide de consacrer sa thèse de doctorat à la folie. Et c'est un de ses principales œuvres, hein, l'histoire de la folie à l'âge classique, qui est vraiment très intéressante parce qu'on voit comment le fou à la Renaissance était considéré comme tout à fait faisant partie de la vie sociale, et il faisait partie de la société, et comment peu à peu il était ostracisé, enfin exclu, considéré comme un malade mental, et ensuite, avec la modernité, devant être médicalisé. Pour lui, l'étape de la médicalisation est une étape supplémentaire vers cette sorte de reconnaissance d'impuissance aussi par rapport à ces cas de folie. Donc, pour dire que comment une société considère ces fous, entre guillemets, hein, et considère ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, est très intéressant. C'est très symptomatique de la vision du monde d'une société. Hein, autrefois, même vous avez le fou du village. Et il faisait partie, il était moqué, mais quelque part il faisait partie de la structure, et quelque part il y avait une nécessité à ce qu'un village ait son fou, comme il y avait une nécessité à ce que le roi ait son bouffon. Et aujourd'hui, on ne comprend plus ça. Donc vous voyez, c'est ce type de réflexion. Donc, il va rédiger cette thèse de doctorat à l'étranger. Il va passer 2 ans en Suède, où il est directeur de la maison française d'Uppsala, hein, en Suède, puis en Pologne. Il va soutenir sa thèse quand même à la Sorbonne en 1961. Et cette thèse donc prend pour titre, ce qui sera le titre sur lequel elle sera publiée, « Histoire de la folie à l'âge classique ». Et il montre comment la folie a été petit à petit exclue du monde social par la raison triomphante. Histoire de la folie à l'âge classique. Histoire de la folie à l'âge classique. Donc, il revient en France, et c'est là où, en 1966, il lance ce nouveau pavé dans la mare, qu'est Les mots et les choses. Ce qui est très intéressant, donc cet ouvrage, je l'ai dit, hein, est un best-seller, ce qui est très étrange pour un livre aussi compliqué, un livre de sciences humaines. Et encore aujourd'hui, ce qui interroge quand même sur justement le fait que cet ouvrage représente quelque chose dans l'histoire de notre positionnement, hein, par rapport au savoir, et surtout beaucoup de comptes rendus. Vous voyez, à l'époque, beaucoup de comptes rendus sur cet ouvrage. Alors, il fait évidemment des déclarations fracassantes dans les médias. Déjà, à l'époque, notre tâche actuellement est de nous affranchir définitivement de l'humanisme. Mais voyez, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Hein, c'est que c'est cette position centrale de l'homme. C'est pour ça qu'on a dit, il est le champ de l'anti-humanisme. Mais bon, vous savez, le mot humanisme... C'est l'homme qui réfléchit, c'est lui. Mais pas, oui, de le replacer dans un contexte où la place de l'homme en tant qu'objet et sujet de connaissance est relative par rapport à la puissance de toutes ces structures de pensée qui même inconsciemment nous meuvent. C'est-à-dire, il va s'opposer à cette vision qu'avait un Sartre d'un homme, d'un individu libre et responsable de lui-même, conscient de lui-même. Il va dire, tout ça est faux, parce que de toute façon, l'homme est mu par plein de structures dont il n'a pas conscience, des structures collectives aussi, hein, des visions du monde qui lui sont transmises par l'éducation, par plein de choses. Donc il n'est pas libre. Et donc il ne peut pas être ni libre ni responsable de sa vie. C'est pas qu'il ne croit pas à l'individu. Moi je crois qu'il est profondément attaché à l'individu. La preuve. Hein, pour lui, chaque fou est un individu, chaque détenu est un individu. Bon. Mais ce qu'il condamne, c'est la toute-puissance de cette conscience individuelle
qu'il observe notamment dans les sciences. Donc, il veut relativiser ceci. C'est pour ça qu'il parle d'une sorte de dissolution. C'est-à-dire ce qu'expliquera Lévi-Strauss, c'est-à-dire que les sociétés archaïques, mais nous avons aussi de l'archaïque dans nos sociétés, obéissent plus à des structures mythologiques, une vision du sacré, des choses comme ça, que à leur propre conscience individuelle. C'est un peu ça le débat, qui est un débat toujours ouvert. Alors, une expérience très intéressante, il va la vivre en Tunisie. Et là aussi, ça nous fait réfléchir. Il fait un séjour de 2 ans en Tunisie, où il va découvrir un type de violence, puisque en 66, donc l'année de la parution des Mots et des choses, il est nommé professeur de philo à l'université de Tunis. C'est l'époque où le contexte est troublé par la guerre des 6 jours. Les étudiants tunisiens, enfin en tout cas ces étudiants, soutiennent la cause palestinienne et s'opposent au régime du président Bourguiba. Ça c'est intéressant aussi par rapport à notre époque, où on voit que là aussi, les printemps arabes ne sont pas un phénomène tout à fait spontané et nouveau. C'est qu'il y avait déjà de longue date des lames de fond de révolte et de révolte, d'indignation. Alors, il se montre solidaire de ses étudiants et donc il va devenir persona non grata en Tunisie. On le demande de quitter le pays en septembre 68. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il ne sera pas à Paris lors des événements de mai 68. Il va les vivre à distance. Lui vivra ces événements mais en Tunisie et il reviendra donc fin 68 en France. Donc sa première expérience politique, en fait, il la vit en Tunisie et pas en France. Alors, des heurts avec les autorités françaises, il va quand même en avoir, puisqu'en 69, il rejoint l'université de Vincennes. Donc cette université alternative de Vincennes, qui est un bouillon de culture, notamment pour l'extrême gauche de l'époque. Et il y enseigne, et puis il se lasse assez vite de ce chaos ambiant. Et en 70, il accepte une proposition que lui fait le Collège de France. Alors c'est ça qui est vraiment très paradoxal, c'est qu'il passe des amphis de Vincennes au Collège de France, et là où il a le costume cravate, la cravate je ne sais pas, mais au moins le costume. En 70, il est nommé titulaire et on lui crée presque pour lui la chaire qui s'appelle Histoire des systèmes de pensée. Ce qui est quand même énorme. Histoire des systèmes de pensée, ce qui prouve aussi c'est que cette problématique n'existait pas jusqu'alors. Alors que c'est quand même histoire des systèmes de pensée, c'est quand même intéressant. Et on peut considérer que cette nomination quand même prestigieuse est une conséquence directe de la parution de ce livre, Les mots et les choses. Sans cet ouvrage, jamais le Collège de France ne l'aurait embauché. Alors c'est cette même année, en 70, qu'il participe à la création du groupe d'information sur les prisons, qui réunit des avocats, des médecins, des intellectuels, qui ont pour mission d'étudier les conditions de détention et les conditions de vie des détenus. Il prend part à de nombreuses luttes, il combat la peine de mort, donc vous voyez qu'il est quand même un peu à l'avant-garde, puisqu'à l'époque, il ne faut pas oublier que quand même la majorité des Français sont favorables à la peine de mort, et qu'il faudra attendre Mitterrand, 81, pour qu'elle soit abolie. Donc lui fait partie de tous ces collectifs qui luttent, qui veulent abolir la peine de mort. Il intervient à plusieurs reprises pour dénoncer des scandales politiques, et il va jeter une pierre dans le jardin de Sartre en rejetant le modèle de l'intellectuel universel. L'intellectuel universel qui prétend parler au nom de tous les opprimés. Lui préfère cette figure d'intellectuel spécifique.
Vous voyez, intellectuel spécifique qui va agir sur des points particuliers, hein, sur des points précis en fonction de sa compétence. Et c'est en 1975 qu'il publie Surveiller et punir, où là aussi, il va étudier l'histoire de la mise en place des établissements pénitentiaires. Puisque le statut des prisons n'a pas toujours été le même, et c'est comme pour les hôpitaux psychiatriques, ceci va peu à peu se mettre en place. Et il va s'intéresser à partir de là à ce qu'il appelle l'émergence de cette société disciplinaire. C'est-à-dire cette société avec des institutions de pouvoir qui veulent contrôler, maîtriser, discipliner les individus. Et c'est là où il est dit « Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons. » C'est-à-dire pour lui, toutes les institutions, les usines, les écoles, les casernes, les hôpitaux, les prisons, tout ça c'est pareil. C'est pour brider, discipliner, surveiller, punir, et pas être au service, disons, de l'épanouissement et de l'évolution de l'homme. Et pour lui, ce n'est pas un hasard, c'est toutes ces institutions qui veulent normaliser en fait la conduite des individus et exclure ceux qui ne rentrent pas dans la norme. C'est la face sombre de la modernité. C'est une critique en fait de la modernité issue du siècle des Lumières. Ce fameux siècle des Lumières, qu'on a appelé siècle des Lumières parce qu'il venait après l'obscurantisme médiéval. Et en fait, ben voilà, les Lumières nous ont amenés à une société goulag, enfin, disons une société obscure et disciplinée. Notre société n'est pas celle du spectacle, mais de la surveillance. Et peut-être c'est les deux. Parce qu'on peut aussi surveiller par le spectacle. Du pain et des jeux que connaissaient bien déjà les Romains à la fin de l'Empire. Donc, il se considère comme un diagnosticien, un diagnostic de la société, mais qui s'appuie quand même sur une démarche historique, pour montrer comment on est arrivé là. Alors, un autre épisode qui est vraiment intéressant, toujours aussi à mettre en relation avec aujourd'hui, c'est qu'il accueille avec enthousiasme le soulèvement contre le Shah d'Iran. Il se rend à 2 reprises en Iran, en 1978, comme journaliste. Il veut voir ce qui se passe. Et il voit dans le régime de l'ayatollah Khomeini la possibilité d'une spiritualité politique. Je cite, spiritualité politique. Alors ça c'est très très intéressant. D'abord parce qu'il va soutenir ce que ces intellectuels de l'époque appelaient, on appelle toujours le droit d'ingérence. Ces intellectuels français se donnaient le droit d'ingérence, carrément, enfin, pas simplement de donner la vie, mais d'aller sur place. Ça nous rappelle peut-être quelque chose. Donc, droit d'ingérence, oui, tout à fait. Au nom, vous voyez, même si on essaie de prendre la distance par rapport au discours occidental et français, on se donne le droit moral quand même d'aller dire ce qu'on pense, et en Tunisie, et en Iran, et dans d'autres pays. Et en même temps, évidemment, les faits vont lui donner tort. Puisque cette expérience de Khomeini, évidemment, n'a pas été celle qu'il imaginait, et il va être évidemment très critiqué pour cet aveuglement. Mais je trouve ça intéressant à étudier pour plusieurs points de vue. Je ferai une petite parenthèse par rapport à un livre notamment qui vient de sortir d'un certain Jean Birnbaum. Peut-être vous en avez entendu parler. Jean Birnbaum, qui vient de sortir un livre sur le silence religieux. Jean Birnbaum, c'est un jeune homme, une quarantaine d'années, qui est responsable du monde des livres, le journal Le Monde des livres. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très
influent, enfin. Et il explique dans ce livre comment la gauche, et l'extrême gauche, mais la gauche dans son ensemble a toujours exclu le fait religieux, le silence religieux. Et pourquoi aujourd'hui ils ont tant de mal à comprendre les phénomènes justement religieux qui, pas simplement de l'islam, hein, mais religieux qui... Et c'est intéressant parce que c'est probablement cette critique que voulait faire Foucault à son époque, et Birnbaum consacre tout un chapitre de son bouquin Foucault justement, de dire bon, mais il y a aussi quand même le fait religieux, ce qui était à l'époque totalement banni du discours des intellectuels, de tous ces intellectuels que je vous ai cités, qui sont quand même des intellectuels dits de gauche. Hein, c'est-à-dire une négation, un déni du fait religieux. Et lui voyait dans ce qui se passait en Iran justement une possibilité, bon évidemment il s'est trompé par rapport à l'espoir que ça avait fait naître, mais d'une possibilité de réintégrer dans la vie politique et sociale le fait religieux, ce que le Shah avait voulu éradiquer. Hein, comme Atatürk en Turquie, enfin, disons. Et donc c'était vraiment intéressant, il a été là-dessus absolument incompris. Peut-être qu'aujourd'hui, on commence à pouvoir éventuellement commencer le début, de se dire tiens, et ça pouvait être une réflexion intéressante. Bon, évidemment, on ne lui a pas pardonné, puisque vous savez, les critiques à l'époque étaient extrêmement vives, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et bon, après, je ne sais pas si c'est racheté, en tout cas, il a milité pour les Boat People vietnamiens, avec Kouchner notamment. Il est allé en Pologne soutenir les grandes manifestations de Wałęsa et Solidarność. Donc, quelqu'un de très, très, très engagé sur des causes, des combats humanitaires. Il va beaucoup voyager aussi au Japon, où il s'initie aux techniques du Zen. Il va voyager aux États-Unis, notamment en Californie, où il connaît toutes les communautés un peu New Age, végétariennes, homosexuelles. Et il va enseigner à l'université de Berkeley, où il est adulé, adoré. Peut-être pas, mais à Berkeley, oui. Bon, il va mourir assez tôt, en 1984, du sida, mais ayant acquis une renommée vraiment internationale. Et il a souvent expliqué que sa fonction était moins d'élaborer une pensée systématique, hein, donc lui il est hors système, hein, mais il voulait permettre la libération de voix étouffées par le pouvoir ou les certitudes. Donc il sera toujours aux côtés pour la défense de ces voix étouffées par le pouvoir, et par le pouvoir politique, le pouvoir social, le pouvoir économique, mais aussi par les certitudes, c'est-à-dire une certaine manière de penser, un certain formatage de pensée. Bien sûr. Bien sûr. Ah ben à ce moment-là, on ne fait rien. Il y avait d'autres sujets à critiquer que les certitudes, parce que lui-même, il était enthousiasmé, donc ça veut dire qu'il... Bien sûr, mais il était tout à fait ouvert aux critiques. Je veux dire, il a pris le risque. Il a pris le risque, comme tous ceux qui critiquent, qui prennent le risque, évidemment, d'être critiqués. Mais surtout, il ne voulait pas faire de son œuvre, enfin là-dessus il était très, très humble, il n'a jamais voulu faire de son œuvre un système, un mode de pensée, et d'être lui-même un maître à penser. C'était une vision singulière. Simplement, c'est vrai que c'est tout à fait étonnant aujourd'hui, de voir rétrospectivement le succès, à la fois le succès de librairies, parce que des dizaines de milliers d'ouvrages vendus, des centaines de milliers d'ouvrages vendus dans ce domaine, il n'y en a pas d'autres.
et en même temps la haine et l'adoration que ça a provoqué. Hein? Alors, je pense important de replacer, disons, cet ouvrage dans ce contexte un petit peu de l'époque, qui est quand même très différent du contexte actuel. Alors, là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet du livre. Ce que je vous propose, c'est de faire la pause maintenant, une pause pas trop longue. J'ai travaillé pour vous. Pour une fois. Non, je suis tombée sur Internet sur une émission d'un certain Dumayet. Hein. Pierre Dumayet. Oui, c'est vieux. Ça, tu vois, ça donne. Voilà. Et comme je sais que certains parmi vous ont des résistances à se mettre sur Internet, voilà, je suis allée sur une petite émission, parce que vous avez même une radioscopie de Foucault, mais il y avait une petite interview de Michel Foucault par Pierre Dumayet au moment de la sortie des mots et des choses. Ça dure 14 minutes 36. Voilà, c'est tout. Vous le trouvez sur Internet, hein, vous tapez les mots et les choses de Foucault, vous tombez sur cette interview de Dumayet. Alors évidemment, c'était le style de l'époque, bon. Mais j'ai trouvé cette interview très intéressante, et donc je l'ai transcrite. Je vais vous en lire quelques, pas l'intégralité des 15 minutes, mais quelques passages, parce qu'il explique vraiment très clairement ce qu'il a voulu faire avec cet ouvrage. Et c'est quand même plus clair que la plupart des passages du bouquin. Je veux dire, pourquoi s'en priver? Alors, même si vous pouvez y avoir accès, j'en sors quelques éléments. Voilà ce qu'il dit. Donc, je vous rappelle, c'est une archéologie des sciences humaines. Voilà ce que dit Foucault. J'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture des Arapèches, des Nambikwara ou de la culture chinoise, par exemple. Alors, les Arapèches, c'est une tribu de Nouvelle-Guinée. Bon. Les Nambikwara, ça doit être une tribu d'Afrique ou d'Amérique du Sud, je ne sais pas, voilà, ou la culture chinoise. Voilà comment ils se situent. Hein, considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que quand on débarque dans une tribu lointaine. Il y a longtemps que nous essayons de ressaisir, soit par les travaux des historiens ou ceux des sociologues, notre propre culture comme un objet qui serait là, devant nous. Mais les historiens étudient essentiellement les phénomènes économiques, les sociologues étudient les comportements affectifs, politiques, sexuels. Je crois que jusqu'à présent, on n'a jamais considéré comme un phénomène étranger à nous-mêmes notre propre savoir. Vous voyez, c'est vraiment intéressant, voilà, se positionner comme un ethnologue qui débarque dans une tribu et qui n'est pas vierge, évidemment, qui porte avec lui plein de choses, mais qui essaie d'avoir un certain distance ou recul. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de traiter tout ce savoir occidental qui s'est formé depuis le fond de l'âge grec, comme si c'était quelque chose là devant nous, un phénomène aussi étranger et distant que la culture des Nambikwara ou des Arapèches. Apparemment, il aimait bien les Arapèches et les Nambikwara. Bon. C'est cette situation ethnologique de notre savoir que j'ai voulu reconstituer, comme si on était étranger à soi-même. Il y a là une difficulté très grande, puisque avec quoi pouvons-nous nous connaître si ce n'est avec notre propre connaissance?
il est bien conscient. Eh oui, quand même. Ce sont tous nos cadres mentaux, nos catégories de savoir qui vont nous permettre de nous connaître. Nous sommes dans une situation complexe où nous devons effectuer toute une torsion de notre raison sur elle-même pour qu'elle arrive à se ressaisir ainsi. Il faut qu'elle passe au dehors d'elle-même. Il faudrait la retourner comme un doigt de gant, et c'est le début de cet effort que j'ai entrepris. C'est le début de cet effort que j'ai entrepris. Donc, voilà, il n'a pas la prétention de faire l'archéologie du savoir humain depuis les débuts, mais un tout début d'effort, de retournement. On dit dans le dialogue, on se décale, on se décentre, on essaie d'avoir un regard neuf, étranger, le plus objectif possible. Alors, Dumayet lui dit, bon, mais alors, quel serait l'ethnologue idéal? Et là, bon, il n'a pas tout transcrit, mais il dit, bon, ben, ça pourrait être un Arapèche, un Ambiguara, ou un Chinois. Mais, évidemment, il aurait la vision d'un Arapèche, d'un Ambiguara ou d'un Chinois. Donc il dit à la fin, c'est peut-être nous, quand même, qui arriverions le mieux à faire cette ethnologie de notre propre culture si nous pouvons nous tordre sur nous-mêmes et nous regarder en miroir. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme on le verra, le livre commence par toute une description minutieuse d'un tableau de Velázquez qui s'appelle Les Ménines. C'est pour ça que sur cette édition, vous avez... parce que tout le premier chapitre, alors ça c'est un régal pour ceux qui aiment la peinture, parce que c'est une interprétation de ce tableau de Velázquez où il y a justement un miroir. On va y revenir. Donc, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire. Je trouvais que c'était très, très clair. Alors, quelle idée de l'homme avez-vous? Dumayet demande, quelle idée de l'homme avez-vous? Puisque on sait que c'est... Je crois que l'homme a été un cauchemar, du moins une figure très particulière, déterminée historiquement, située à l'intérieur de notre culture. C'est une invention. Il faut respirer dans ces cas-là. C'est une invention. Au XIXe siècle et dans la toute première moitié du XXe siècle, on a cru que l'homme était la réalité fondamentale à laquelle nous pouvions nous intéresser. C'était là la recherche de la vérité sur l'homme qui avait depuis la Grèce fondé la philosophie. Donc il dit, bon, c'est depuis l'Antiquité. On peut se demander si cette idée n'est pas une illusion. Jusqu'à la Révolution française, jamais on ne s'occupait de l'homme comme tel. La notion d'humanisme que nous attribuons à la Renaissance est une notion toute récente. Là, il a raison, parce qu'on parle de l'humanisme de la Renaissance. Mais en fait, le terme humanisme est une invention beaucoup plus récente, du 19e. À la Renaissance, on ne parlait pas d'humanisme. La vision de l'homme était différente. Avant, donc, c'est une invention de la fin du 19e, une notion d'humanisme. Avant, on peut dire que l'homme n'existait pas. Il y avait un certain nombre de savoirs et de formes de réflexion où il était question de la nature, de la vérité, de l'imagination. Mais l'homme est une figure qui s'est constituée au début du 19e et qui a donné lieu à ce qu'on appelle encore les sciences humaines. L'homme a donné lieu aussi à tout cet humanisme dont le marxisme, l'existentialisme sont les témoignages les plus visibles actuellement. Paradoxalement, le développement des sciences humaines nous conduit plutôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose de l'homme. Pourquoi? Il explique. Les sciences humaines aujourd'hui découvrent les structures de la famille, toutes les structures de parenté, par exemple de Lévi-Strauss, les grands mythes indo-européens. Là, il fait référence à toutes les études du Mésil sur comment la vision du monde indo-européenne. Et donc, ce n'est pas l'homme dans sa vérité, mais de grands systèmes de pensée, de grandes organisations formelles
qui sont comme le sol sur lequel les individualités historiques apparaissent. Voilà. C'est ça qu'il veut montrer. Les grands systèmes de pensée, les grandes organisations formelles, les grandes structures, les grandes visions du monde, on veut dire les grands paradigmes, qui sont comme le sol sur lequel les individualités historiques apparaissent. C'est-à-dire que ces grandes individualités historiques qui font marcher le monde ne sont pas des créations comme ça, c'est pas de la génération spontanée, elles sont ancrées dans un sol qui fait que elles voient le jour. Mais il faut bien, et c'est ce qu'il essaie de montrer, le lien ou le rapport entre l'individualité et le fond, qui est un fond collectif, puisqu'une vision du monde, c'est quelque chose de collectif, on partage une vision du monde. Et on n'en est pas forcément conscient. C'est pour ça qu'il parle d'archéologie, parce que c'est des strates. Des strates. La réflexion se renverse complètement par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques années. Je crois que nous vivons actuellement la grande coupure avec le 19e siècle. C'est une distance prise par rapport à Sartre. Sartre est encore un homme du 19e siècle. C'est la cible privilégiée, évidemment. Sartre est encore un homme du 19e siècle. Retrouver dans l'existence humaine ce qu'il y a d'authentique, rendre l'homme possesseur des significations, c'est une vision de l'aliénation. C'est le contraire que nous voulons faire. Montrer ce qu'il y a d'individuel, de singulier, n'est qu'une sorte de scintillement à la surface, au-dessus des grands systèmes formels. Donc pour lui, Sartre s'intéresse qu'à la surface. C'est-à-dire il s'intéresse à l'écume, et il fait de cette écume le centre de son système, alors que ce n'est qu'une écume qui scintille à la surface et qu'il faut aller voir sous la surface ce qu'il y a. La science doit reconstituer ces grands systèmes formels sur l'écume desquels flottent les existences propres. C'est très médical, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très influencé par la médecine, en définitive, en relation avec l'humain, avec l'homme. Et c'est ce côté médical de l'homme en lui-même, mais disséqué médicalement. Enfin, je sais pas. C'est un diagnostic. Je sais pas. On peut le voir comme ça. Bon, et enfin, alors Dumayet lui dit, bon, mais alors, ce que vous dites, ça empêche toute action politique. Ce qui est intéressant, puisque Foucault, lui, il est extrêmement quand même engagé, comme on l'a vu dans plein de combats politiques. Il dit, bon là je résume un peu, on a dit quand Nietzsche a dit « si Dieu est mort, tout est possible, quelle morale ?» Il n'y a plus de morale, parce que ce moment-là, si Dieu n'est plus là, on peut tout faire, il n'y a plus de morale. Et il dit non, la morale n'a jamais été aussi vivante que lorsqu'on a proclamé que Dieu était mort. Mais l'homme était là. Maintenant que l'homme est en train de disparaître, on nous pose la même question et on va nous dire tout est nécessaire en fonction des grands systèmes. C'est-à-dire, ces grandes structures déterminent l'homme. Donc c'est plus tout est possible, mais tout est nécessaire. Et là, il dit, il laisse la porte ouverte. De la même manière que le marxisme, Nietzsche, l'existentialisme se sont développés dans l'espace de liberté laissé par la mort de Dieu, on verra peut-être au-dessus de cette trame de nécessité que nous essayons de parcourir surgir de grandes options politiques, morales. Et peut-être, et là c'est peut-être un peu une pirouette, mais à la fin, peut-être que la pensée n'est pas là pour prescrire aux hommes ce qu'ils ont à faire. Donc même s'il y a ces structures, ces systèmes de fond, ça, bon, peut-être que l'homme pourra toujours trouver un espace de liberté et s'affranchir de cette nécessité. Sinon c'est très pessimiste. Oui, sinon c'est un peu déterminé. Et le fait de s'intéresser à la marge, au phénomène de marge, prouve aussi qu'il y a toujours des réactions improbables à la nécessité normative. Et que l'homme, de ce point de vue, est un immense créatif. Simplement,
il est vrai que ces marges sont en général réprimées par la société, enfermées. Donc, ça nous renvoie un tout petit peu à cette pensée, vous voyez, qu'on est dans cette ère du temps de Jan Kelevich, les entre-deux, dans un contexte très étouffant, qui était à l'époque évidemment ressenti par un certain nombre de chercheurs comme étouffant. Il fallait sortir de cette mainmise un peu un carcan, qu'aujourd'hui existait toujours, mais de manière plus dilué, plus soft, et peut-être plus sournois aussi qu'à l'époque où c'était beaucoup plus tranché. On était pour ou contre ça, c'était ça, c'était clair. Maintenant, c'est plus compliqué. Alors, ces mots et ces choses. Donc, ce que Foucault va expliquer, c'est que chaque époque, Raymond Aron, oui, bien sûr, grand. Ah, c'était lui, Aron? Non, c'était pas lui, celui que tu cherchais. Raymond Aron. Je disais à l'époque, je préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Oui, c'était très clivé, comme on dit aujourd'hui. C'était très clivé. Bon, alors, chaque époque, c'est ce qu'il va expliquer dans son livre, chaque époque se caractérise par ce qu'il appelle un champ épistémologique. Chaque époque se caractérise par un champ épistémologique particulier qui forme le socle des diverses connaissances et commande leur apparition. Ça, c'est le résumé un peu du bouquin. Chaque époque se caractérise par un champ épistémologique particulier qui forme le socle des diverses connaissances et commande leur apparition. Donc, chaque grand moment, chaque grande période de l'histoire occidentale, on est bien, non, la Renaissance, l'âge classique, la modernité, tout ça est rendu possible par l'apparition d'une nouvelle configuration du savoir, une nouvelle vision du monde, configuration du savoir, et c'est ça qu'il va appeler épistémé. Épistémé, du mot grec, épistémé qui veut dire science. Épistémé. L'épistémologie, c'est la science de la science, l'histoire de la science. Donc, il y a ce concept majeur dans les mots et les choses d'épistémé. Alors, qu'est-ce qu'il va entendre par épistémé? C'est l'ensemble des conditions historiques auxquelles sont soumis les éléments qui constituent un discours. C'est-à-dire, chaque période se caractérise par une épistémé, c'est-à-dire une vision du monde, une manière de voir les choses, une configuration des connaissances. Et épistémé. Épistémé, c'est l'ensemble des conditions historiques auxquelles sont soumis les éléments qui constituent un discours. Un langage, mais un discours, un langage, ce n'est que l'expression d'une vision du monde. Alors, la grande thèse qu'il défend, et c'est là où ça se discute, je pense, c'est qu'il dit entre deux épistémés, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire, entre deux périodes, donc, ou entre deux visions du monde, pas de transition douce, ni de progrès, mais une rupture brutale. Voilà, c'est l'homme des discontinuités, la rupture. C'est vrai que, donc ce qu'il va montrer, c'est la rupture entre la Renaissance et l'âge classique, et la rupture entre l'âge classique et la modernité. Il va donc s'intéresser sur tout. Donc, pas de transition, une rupture brutale, où les anciens codes disparaissent pour laisser la place aux nouveaux codes. J'y viens. Donc, épistémé, c'est à l'origine, donc c'est un mot grec qui désigne la science, mais pour Foucault, ce terme épistémé est beaucoup plus large. C'est pas simplement la science, c'est la structure mentale. Alors, pour ça que je parle de vision du monde, la structure mentale qui constitue le sous-sol,', l'atmosphère dans laquelle une époque donnée pense.
le climat, la mentalité, la vision dominante. Et à chaque époque, il y a eu une vision dominante. C'est ça qu'il appelle épistémé. Et de ce point de vue, il se veut archiviste, archéologue, pour déceler les différentes strates d'épistémé, pour dire les choses avec son langage. Donc strate 1, strate 2, strate 3, des épistémés différentes. Donc il va repérer dans le champ de la culture occidentale deux grandes fractures, deux grandes ruptures, deux grandes discontinuités. Celle qui, à la fin du XVIIe siècle, inaugure l'âge classique, donc dans la foulée d'un Descartes en tant que dans la philosophie, on passe de la Renaissance à l'âge classique, premier changement. Deuxième changement, celui qui au début du XIXe siècle marque le seuil de notre modernité. L'homme devient l'objet central du savoir. Donc, on peut dire, moi je résume comme ça, il est le penseur de la discontinuité et de ces épistémés, c'est-à-dire de ces structures de fond qui font que on pense d'une certaine manière. Et que, même si on critique la manière dont la société pense, on se situe encore, on est encore le produit de... Oui, c'est quelque chose qui est comme un ADN presque, qui est ancré, très très ancré. C'est pourquoi c'est si difficile de faire le travail qui se propose, c'est-à-dire de faire comme si on raisonnait comme un Arapèche. On n'est pas un Arapèche, on ne sera jamais un Arapèche. Et même Lévi-Strauss, qui essaie vraiment de comprendre de l'intérieur, on n'a pas les mêmes structures de pensée. Alors, oui. Je ne comprends pas très bien où intervient vraiment la rupture, parce qu'en fait, que ce soit le 19e, d'abord le 17e et le 19e, c'est une longue émancipation à partir de la religion, puis des pouvoirs. Donc il y a quand même des... Alors, je t'expliquais ce qu'il voit lui comme rupture. Alors, par rapport à la première rupture, Renaissance, âge classique. L'exemple de la folie, je vais vous donner l'exemple de la folie parce que c'est vraiment un très bon exemple qui permet de... Mais là, dans le chapitre 2, le début, il explique, par exemple, l'épistémé de la Renaissance, de son point de vue. Et vous savez que la Renaissance... Bon, si on appelait ça la Renaissance, c'est parce que ça venait après un autre âge considéré obscur. Bon, aujourd'hui, on revalorise, on réhabilite le Moyen-Âge, heureusement, parce que c'est un âge aussi des Lumières. Donc, mais c'est très intéressant, parce que s'il y a eu ce besoin d'affubler le Moyen-Âge de toutes les turpitudes, l'obscurité, pour pouvoir affirmer justement cette image de la Renaissance et ensuite de l'âge classique. Alors, jusqu'à la fin du XVIe, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale. C'est elle qui a conduit pour une grande part l'exégèse et l'interprétation des textes. C'est elle qui a organisé le jeu des symboles, permis la connaissance des choses visibles et invisibles, guider l'art de les représenter. Il dit, la vision du monde de la Renaissance, c'est une vision très symbolique, où on ne croit pas simplement à ce qu'on voit, mais on accorde de l'importance à l'invisible, à ce qui est caché. Et on représente ainsi ce double monde. Le monde s'enroulait sur lui-même, la terre répétant le ciel, les visages se mirant dans les étoiles, et l'herbe enveloppant dans ses tiges les secrets qui servaient à l'homme. Bon, qu'est-ce qui met en évidence là? C'est le lien de l'homme avec la nature, de se considérer comme un microcosme.
le regard vers les étoiles, c'est-à-dire, c'était pas l'homme tout-puissant. Hein? La terre répétant le ciel, hein? Les visages se mirant dans les étoiles et l'herbe enveloppant dans ses tiges les secrets qui servaient à l'homme. La peinture imitait l'espace et la représentation qu'elle fut faite, la fête, hein, ou le savoir, se donnait comme répétition. Théâtre de la vie ou miroir du monde, c'était là le titre de tout langage, sa manière de s'annoncer et de formuler son droit à parler. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. C'était une certaine vision du monde où l'homme avait sa place et où l'homme cherchait à communiquer avec l'invisible, avec le monde de la nature, avec le cosmos, et où tout était imitation d'une autre réalité. C'est ainsi qu'il voit la Renaissance. L'âge classique, donc qui arrive avec le XVIIe, rupture, dit-il. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire à ce moment-là? Connaître de manière rationnelle les choses. C'est la raison, et la raison humaine, qui commence à dominer. Comme dit Descartes, il faut connaître tout de manière claire et précise. Le discours de la méthode, il y a une méthode pour comprendre le monde, pour comprendre l'homme. Il faut que ce soit clair, précis, distinct. Et c'est ainsi que l'homme pourra être, comme dit Descartes, comme possesseur et maître de la nature. C'est vrai qu'il y a une rupture. L'homme n'est plus le microcosme qui est en lien avec quelque chose qui le dépasse. Hein, c'est la révolution du cogito. Je pense, donc je suis. Bon, ben voilà, c'est la conscience de l'homme, c'est ma raison, c'est ma pensée qui fait que je suis, et pas le fait que je suis l'image du ciel sur la terre. Ça change tout. Il a raison. Donc là, c'est la rupture de l'âge classique. Et ça va devenir l'élément dominant du discours. L'homme de la période classique veut ordonner, classer, représenter, dominer. Il a rompu avec la vision du monde hérité de la Renaissance, pour qui tout est langage et signe, symbole. Le langage symbolique devient quelque chose du passé, puisque tout est clair. Donc il n'y a plus de symboles, la nature est plus symbolique, il n'y a plus de symboles à déchiffrer, il n'y a plus de langage à déchiffrer, tout est devenu clair, rationnel, raisonnable. Et ça pose problème. Parce que, enfin pour Foucault, pour moi aussi, mais pour Foucault, c'est l'image d'un homme dominant le monde qui va se construire. Bon, c'est comme ça qu'il voit la rupture, Renaissance. Évidemment, il y aurait aussi une rupture, mais là il n'étudie pas, avec la théologie médiévale. Évidemment. Deuxième rupture, qui voit l'avènement de la modernité. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de post-modernité, savoir si est-ce qu'on a vraiment changé. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans la modernité ou est-ce qu'on est en train de changer d'époque, ou si pour Foucault il n'y a pas de transition, bon, est-ce qu'on est en train de basculer dans une autre épistémée, comme on dirait. C'est intéressant. La période moderne, alors, lui, il va développer ce que je vous ai déjà expliqué. La période moderne exige que toutes les sciences gravitent autour d'une figure étrange appelée homme. Ce qui pour lui caractérise la modernité, c'est que c'est cette entité homme, avec sa raison, sa conscience, qui est le point de mire de tout. C'est le point de croisement du sujet connaissant et de l'objet connu. C'est-à-dire, dans les sciences humaines, c'est l'homme qui étudie l'homme. Donc l'homme est sujet et objet en même temps. Il est partout. Et même dans les sciences physiques, la biologie ou les mathématiques, à la fin, c'est toujours l'homme qui étudie l'homme. Bon, c'est peut-être un peu un leitmotiv, mais, et il dit, voilà, que ce soit la psychanalyse, la psychologie, les sciences humaines, tout ça, c'est la modernité qui s'installe. Elle veut tout ordonner, donc ça se passe fin 18e, début 19e, ça va se développer au 19e et
Ça va se développer au 19e. C'est pour ça qu'il dit que Sartre est quelqu'un du 19e. Et encore aujourd'hui, on peut se demander si nous ne pensons pas, si nous ne sommes pas des hommes et des femmes du 19e. Hein? Cette épistémé veut tout ordonner autour de l'homme et de sa conscience. En voulant faire de l'homme un objet, les sciences humaines gomment l'homme, qui est avant tout un sujet. C'est pour ça que la modernité fait mourir l'homme. Alors, tu vas comprendre avec le tableau de Velázquez, tu vois. Donc, dans le marxisme, d'abord, ce qu'il va reprocher, c'est toute cette dialectique marxiste où il y a un enchaînement des causes et des effets qui, pour lui, n'intègre pas suffisamment le phénomène de discontinuité, hein, et quelque part d'imprévisible ou de hasard, et en même temps la possibilité pour l'homme, notamment pour le prolétaire, hein, de renverser l'ordre du monde. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel il va évidemment s'opposer. Et l'existentialisme, c'est quelque part cette toute puissance de l'individu libre et responsable qui pour lui est un leurre. Donc la modernité, c'est cette position centrale de l'homme qui entraîne paradoxalement la mort de l'homme. Et il dit, la modernité introduit cette étrange figure du savoir qu'on appelle l'homme. Alors, bien sûr que, je fais une parenthèse, que Socrate, là aussi, a fait une rupture par rapport au savoir peut-être des présocratiques pour vraiment reviser l'homme et comment doit-il agir et l'éthique et tout ça. Mais le contexte est complètement différent parce que pour un Socrate, un Platon, l'homme est toujours un microcosme en relation avec le mésocosme, avec le macrocosme. Il n'est jamais mis comme ça sur un piédestal, au centre. L'anthropocentrisme. Et aujourd'hui, il y a des écologistes qui parlent de l'anthropocène par rapport aux dégâts faits à la planète, etc. Donc il y a toutes les aires géologiques, et puis on parle de l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'action humaine commence à vraiment avoir des conséquences sur la vie et le futur de la planète. Ce rôle dominant et quasi exclusif donné à l'homme et à un homme qui se croit tout puissant. Bon, là-dessus, je pense qu'il y a des éléments sur le diagnostic qui sont intéressants. Donc, tu ne connais pas derrière eux. Tu ne connais pas derrière la beauté. C'est encore devant nous. Oui. Alors, cette période, selon Foucault, cette période, modernité, est peut-être en train de se clore. Et l'homme, qui est une invention récente, donc, en voie de disparaître. Donc, vous comprenez bien ce que ça veut dire, cette mort de l'homme. C'est la mort d'une certaine vision de l'homme. Et que c'est peut-être ça, il disait ça il y a donc... parce que c'est intéressant, 66, il est paru en 66, ça fait juste en fait le cinquantenaire de la parution de ce bouquin. Et donc cette vision de l'homme est peut-être en train de disparaître. Si une nouvelle épistémé venait à surgir, par l'effet d'un nouveau changement dans les dispositions du savoir, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable, les derniers mots de son ouvrage. Donc là, il a cet espoir que peut-être là, il y a une rupture, il parle en 66, pour aller vers un nouveau paradigme, une nouvelle vision. On ne parlait pas à l'époque de mondialisation ou des problèmes climatiques, tout ça, on en était très loin. Mais c'est peut-être la question qu'on peut se poser aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tous ces états limites qu'on est en train de vivre, où plus en plus de voix disent il faut peut-être changer de paradigme, pas simplement consommer moins, mais changer la manière dont on conçoit
l'homme et ses relations, les relations de l'homme avec la planète, mais aussi avec l'autre. Ça continue à concerner l'Occident. Les problèmes écologiques en Chine. Non, mais les problèmes, ils se révèlent là-dessus, j'y pense. Les Chinois, oui, beaucoup, ils y pensent. Ils sont même, je crois, en avance sur nous là-dessus. Les Chinois, ils sont très efficaces. Donc, ils ont été hyper efficaces pour polluer. Ils vont être très efficaces pour proposer des solutions certainement alternatives. Bon, ça, c'est une petite... Alors, pourquoi tout le premier chapitre, c'est la description du tableau de Velázquez? Il faut aller au musée du Prado, à Madrid, vous le connaissez, ce très beau tableau de Velázquez qui s'appelle Les Ménines. Les Ménines, si, Velázquez. ¿Conoces? Si. Las Meninas de Velázquez, qu'il traduit là par les suivantes. Bon. Tout le premier chapitre, alors là, c'est vraiment un exemple d'analyse picturale. Et l'analyse de ce tableau. Alors, pourquoi? On aperçoit, dans ce tableau, bon, là, il n'est pas complet, mais on aperçoit l'infante, Marguerite d'Espagne, entourée de différents personnages, et c'est vrai qu'elle est très centrale, cette infante, robe claire, enfin, on ne voit qu'elle au début dans ce tableau. Elle est entourée de demoiselles d'honneur, de courtisans, il y a un nain, vous voyez, l'expression d'un être marginal, qui est là. Et à gauche, en retrait, Velázquez s'est peint lui-même. Donc on le voit, il se tient devant une grande toile dont on ne voit que le dos. Donc on ne sait pas ce qu'il peint. Et à l'arrière-plan, il y a un personnage qui est dans l'encadrement d'une porte, qui est assez mystérieux, mais surtout, il y a là, et vraiment au début on n'y prête pas d'attention, il y a un tableau avec deux personnages. Et deux silhouettes. Et il dit, ce miroir, parce qu'en fait ce n'est pas un tableau, c'est un miroir. Ce miroir reflète les visages du roi et de la reine. Donc Philippe IV, son épouse. Les souverains sont comme à l'extérieur du tableau, parce que c'est vrai que c'est franchement pas eux qu'on voit au début, retirés en une invisibilité essentielle, mais c'est eux qui ordonnent autour d'eux toute la représentation. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important dans ce tableau? C'est qu'il y a un peintre, qu'on voit même pas là, vous voyez à quel point, qui est en train de peindre le roi et la reine d'Espagne, dont on ne voit que le reflet ici, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est un système de reflets, ils sont là en chair et en os, mais on ne les voit pas en chair et en os, on n'en voit que le reflet, et du peintre dont on ne voit pas non plus la peinture. Ça, c'est pour comprendre la mort de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi tous ces gens sont là? Eh bien, parce qu'il y a un peintre qui est en train de peindre le roi et la reine d'Espagne. Et que ceci passe totalement inaperçu quand on voit le tableau, parce qu'on est attiré par l'infante. Et on pense que c'est l'infante, le centre du tableau. Qui n'est qu'un épiphénomène, parce que si l'infante est là, c'est simplement parce que ses parents sont là. Et c'est un épiphénomène. Vous voyez? Normalement, c'est la descendante. Oui. Oui, c'est la descendante. Mais si elle est là avec tous ces courtisans et tous ces gens qui tournent autour d'elle, si elle est là, c'est parce qu'il y a ses parents qui sont là et qui se font peindre. Donc c'est simplement pour comprendre pourquoi ça commence, parce qu'au début c'est très étrange. Bon. Donc, il dit et il l'explique. Le roi et la reine sont la condition de possibilité du tableau. S'il n'y avait pas eu cette peinture, il n'y aurait pas eu de tableau. Peut-être y a-t-il dans ce tableau de Velázquez comme la représentation de la représentation classique. C'est-à-dire qu'il dit, là on est dans l'image de l'image.
C'est la mise en abîme qu'il y a dans toute la peinture. Avec d'ailleurs très souvent le... Bon, il n'y a pas des miroirs dans tous les tableaux. Mais... Par exemple, des miroirs, il y a toujours un indice. Oui, mais bon, lui, il le prend, ce tableau, comme vraiment le tableau qui permet de comprendre pourquoi l'élément essentiel, le roi et la reine d'Espagne, l'homme finit par disparaître du tableau. Parce que on ne le voit plus qu'à travers l'image de l'image. C'est très platonicien quelque part. Ah oui, c'est profond. Mais c'était quelqu'un de... Hein, voilà, ça j'avais pensé. Bon, donc il faut toujours voir dans les tableaux, lorsqu'il y a des miroirs, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans la représentation de la représentation. Ça veut dire que de toute façon, tout tableau est une représentation du monde. Quand à la Renaissance, on commence à voir des paysages, c'est plus la peinture, enfin je ne suis pas une spécialiste de la peinture, mais il y en a, hein, ils le sont ici. C'est plus le portrait académique, où c'est mais on y met, hein, comme dans la Joconde, on y met un paysage derrière. Bon, ça veut dire que la vision du monde change. Donc il dit, on est dans la représentation de la représentation classique, c'est la disparition nécessaire de ce qui la fonde. L'élément central du tableau, finalement, disparaît. Parce que c'est tellement important, cette peinture du roi et de la reine, que finalement, dans le tableau de Velázquez, ils sont à peine perceptibles dans un miroir. C'est ça qu'il utilise pour expliquer la possible disparition de l'homme. Et qu'on va s'intéresser à plein d'autres phénomènes autour. Mais qui sont plus là. Lui illustrer ça. Oh non, mais ça peu importe. Peu importe. C'est ce que lui comprend à travers le tableau de Velázquez. Oui. Donc, annoncer la mort de l'homme, ce n'est pas du nihilisme. Hein, c'est pas du nihilisme ou de l'anti-humanisme. C'est une étude, en fait, des épistémés, des systèmes de pensée, des idéologies de pouvoir du monde moderne, et de l'âge classique, et de la modernité. Donc, c'est un exemple, mais je trouve que, bon, comme c'est symbolique, hein, c'est une image, mais c'est très intéressant de voir que le personnage central, finalement, peut totalement passer inaperçu. Moi, j'avoue, j'ai vu ce tableau, j'ai même pas vu qu'il y avait le roi et la reine d'Espagne. Et Velázquez, on ne sait pas quelles sont les intentions. Ce serait toujours intéressant de connaître les intentions des peintres ou des musiciens. Alors, pour donner un autre exemple, pour faire comprendre, la folie. L'exemple de la folie, puisque dans son bouquin sur la folie, il explique bien qu'on la voyait d'une certaine manière à la Renaissance, à l'âge classique et la modernité. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? À la Renaissance, la folie est appréhendée depuis un imaginaire cosmique, comme un tourbillon de visions. C'est-à-dire, voilà, le fou, il a une vision qui est mise sur le même plan ou même pied d'égalité, si vous voulez, que n'importe quelle autre vision. Il fait partie du paysage. Il est intégré dans le paysage. Simplement, bon, voilà, il ne pense pas tout à fait pareil. Mais comme chaque individu a ça. Non, il ne dérange pas. Il est même indispensable, quelque part, au fonctionnement. Cette folie, elle est messagère des arrière-mondes, de ce qu'on ne comprend pas trop, mais elle pose le problème de la vérité. Mais dans cette appréhension très apparente et fragile de la vérité. Peut-être que c'est finalement lui, le fou, qui a raison. Et c'est pour ça qu'on le respecte et qu'il a voix au chapitre. Renaissance. Expérience de l'âge classique. La folie commence à être perçue comme un délire. Une parole vide de sens et d'utilité. Ça, c'est très très important. La folie est perçue comme un délire, une parole vide de sens et vide d'utilité. C'est-à-dire, la folie devient négative. C'est même pas qu'elle n'est pas utile, c'est qu'elle est
pernicieuse, elle est dangereuse, on n'en voit que la négativité. Et donc, elle va être exclue, enfermée dans les forteresses de la déraison. C'est comme ça qu'il appelle les hôpitaux psychiatriques. Les forteresses de la déraison. C'est le monde de la raison, donc tout ce qui est déraison doit être enfermé, doit être exclu, ne fait plus partie de la société. Donc les fous, il faut surtout les enfermer. Dans les forteresses de la déraison. C'est beau comme image, enfin c'est terrible. C'est terrible. Forteresse de la déraison, c'est ce qu'il a vu dans les hôpitaux psychiatriques. Modernité. Ces forteresses de la déraison, elles continuent, mais on va un petit peu plus loin. La folie est cette fois appréhendée comme désordre des facultés psychiques. Là, on commence à savoir un peu plus avec la psychologie, l'inconscient, tout ça. Donc, désordre des facultés psychiques, trouble cérébral. Et à partir de ce moment-là, comme ça dérange, on cherche à médicaliser la folie. Camisole de force, produits chimiques, disant on ne peut pas accepter qu'on puisse être impuissant. Donc ça ne suffit pas d'écarter, d'exclure, il faut faire quelque chose. Parce que ces gens, même enfermés, dérangent. Donc, médicalisation. Et c'est là qu'il situe le début de la médicalisation de la folie, qui ne serait jamais venu à l'esprit avant. Et ça, c'est très très intéressant, parce que quand on nous dit « Ah, mais ça ne se faisait pas avant », on a le réflexe de dire « Ah oui, mais c'est parce que les gens ne connaissaient pas les médicaments, etc. » Non, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas les médicaments, c'est que c'est un autre état d'esprit où il ne serait même jamais venu à l'esprit qu'il fallait apporter un médicament. Où c'était plus des, je sais pas moi, des plantes ou des choses, mais qui étaient intégrées dans une pharmacopée beaucoup plus générale. Donc, ça pose le problème d'un homme qui se construit comme à la fois sujet et objet de savoir. Et c'est à partir de là qu'on commence à définir très précisément ce qu'est l'homme aliéné et la différence avec l'homme normal. Donc, le début des normes. Qui est normal? Qui est anormal? Oui, faut... Bon, j'ai bientôt fini. C'est intéressant, hein, vous voyez? Et donc, Renaissance, ça fait partie d'un imaginaire général où tout le monde trouve ça. C'est pas pour idéaliser, hein, attention, hein, l'âge classique, la raison. Donc, et il va appliquer. Mais j'ai trouvé qu'avec la folie, c'était très clair, plus clair parfois que pour les sciences humaines. Et avec les détenus, c'est pareil. Il va expliquer qu'un délinquant, il va y avoir la mise en place des établissements pénitentiaires, parce que les prisons n'ont pas toujours existé. Mise en place des établissements pénitentiaires qui veulent surtout surveiller et punir, c'est-à-dire ou sauvegarder la société de la contamination possible, mais où la réinsertion de l'être humain, ce qu'on en fait, enfin, disons, cette considération du délinquant ou de l'assassin même comme un être humain n'existe pas. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup des prisons et de ce qui s'y passe. Bon, on peut dire que même avec le diagnostic, ça n'a pas fait forcément changer les choses. Donc c'est surtout le fait d'exclure le délinquant de la société pour sauver la société, mais à court terme. Puisqu'en fait, on ne se préoccupe pas tellement de savoir comment, après, ces délinquants... Actuellement, ça change. On en parle. On en parle. On en parle. Ça, pour en parler, on en parle. Bon, après, on en parle. Mais il ne suffit pas d'en parler. Parce que d'en parler, ça peut donner justement l'impression qu'on fait quelque chose.
Ça mérite quand même de soulever le sujet. Ça soulève. Ça soulève. Ça soulève. Ça concerne aussi. Ça soulève. Bon, simplement pour terminer. Donc, vous voyez, c'est quand même une figure marquante hein, du XXe siècle. Aujourd'hui, je crois qu'il est trop tôt pour savoir si son œuvre, et tout particulièrement cet ouvrage, va avoir une réelle postérité ou pas. C'est toujours 50 ans, c'est trop peu pour le savoir. Mais en tout cas, il y a dans ses autres ouvrages aussi, hein, sur la folie ou la sexualité, parce qu'avec la sexualité, évidemment, il va y avoir ce même type d'analyse. On faudrait se retrouver hein, dans un siècle ou deux pour savoir si vraiment... Donc, comment? Où et quand? Si l'homme n'est pas mort. Donc pour finir, pour résumer, hein, simplement pour résumer, il y a deux grands sujets qu'on trouve dans son œuvre, particulièrement les mots et les choses. C'est son rapport à l'histoire. Son rapport à l'histoire, c'est sûr que son apport essentiel, c'est d'avoir montré les discontinuités, hein, donc les ruptures, contre la dialectique marxiste. C'est pour ça que, par rapport à la dialectique marxiste, il s'y oppose en montrant qu'il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas même de vision ni linéaire ni continue, parce que la dialectique, c'est pas linéaire, mais c'est quand même un enchaînement hein, de causes et d'effets contre lesquels il s'oppose. Et aussi le fait, ça c'est un point dont je n'ai pas parlé, mais qui est peut-être important, c'est que après 1945, la guerre a quand même été un tel choc que pour ces historiens, ou pour Foucault hein, en tant qu'archéologue du savoir, cette expérience de la guerre ne peut plus être réintégrée dans une sorte d'expérience continue. La guerre a été une rupture, une fracture. Hein, comme disaient d'autres, est-ce qu'on peut encore être philosophe après Hiroshima ou la Shoah? Non. Il y a vraiment cette dont on s'est un peu aujourd'hui un peu éloigné de par le temps, que cette expérience est une expérience de fracture. C'est pas simplement le plus jamais ça, mais on ne peut plus penser de la même manière. Et ceci est un point quand même important dans la pensée de Foucault et dans la pensée des historiens de l'époque, qui sont amenés à mettre justement plus le focus sur la discontinuité.